Avril 1598, Nantes. Le roi Henri IV signe un édit mettant fin aux guerres de religion en France entre catholiques et protestants. Le traité en question tolère le protestantisme dans le royaume et définit un certain nombre de villes où les protestants jouissent de certains privilèges, leur donnant beaucoup d'autonomie, comme Montauban, Millau, Nîmes. Cela signifie que dans ces lieux, les habitants n'obéissent pas aux lois du pape et du catholicisme dans un pays catholique. Cette situation est appelée par le cardinal Armand de Richelieu comme étant un État dans l'État. Et en effet, cet édit donne à certaines villes une quasi-indépendance, ce qui dérange fortement la royauté. Parmi ces villes se trouve La Rochelle, riche ville portuaire, qui fit l'objet d'une sanglante reconquête entre 1627 et 1628. Aujourd'hui, je vous raconte le siège de La Rochelle. Pour bien comprendre comment et pourquoi La Rochelle fut assiégée, il faut remonter au début des années 1620. Henri IV étant mort assassiné depuis plus de 10 ans, c'est son fils Louis XIII qui dirige la France. Il doit faire face à de nombreux soulèvements des chefs protestants dans le sud de la France, qui souhaitaient avoir leur propre politique et pour certains, s'affranchir de l'autorité d'un roi catholique. Il y a en France plus de 200 places fortes dirigées par des protestants, qui ensemble comptent plus de soldats que l'armée royale. Dans un premier temps, l'État français ne cherche pas à reconquérir ces villes. D'une part, car il n'en a pas les moyens financiers, et d'autre part, car il craint le retour de la guerre civile. Mais Louis XIII finit tout de même par lancer des campagnes de reconquête de 1619 à 1622, où il reprend les cités rebelles du Béarn et lance une campagne dans le Midi qui s'achève avec la prise de Montpellier en octobre 1622. Cette campagne est un demi-échec, car la paix de Montpellier a été obtenue via un compromis. Les protestants gardent leurs privilèges, mais la moitié des remparts de Montpellier, Castres, Millau et Uzès sont rasés. Néanmoins, le problème prend de l'ampleur lorsque le royaume d'Angleterre s'en mêle. Celui-ci soutient le parti protestant et prépare dès 1627 une flotte pour défendre la ville de La Rochelle, un bastion protestant qui, après une longue hésitation, a décidé de rejoindre la rébellion pour maintenir ses avantages commerciaux et son autonomie. L'autre raison qui poussa l'Angleterre à intervenir est que le cardinal et ministre Richelieu avait lancé la construction d'une flotte à Rochefort qui pourrait faire concurrence à la sienne. Et ça, elle ne l'accepte pas. À ce moment-là, la rébellion protestante devient un conflit franco-anglais. En apprenant que La Rochelle avait demandé de l'aide à l'Angleterre, Richelieu signe une alliance avec l'Espagne contre cette dernière, puis renforce les défenses du littoral atlantique en attendant l'arrivée des troupes royales. Seulement, les Anglais ont déjà pris pied en France. Le 27 juillet, ils débarquent sur l'île de Ré et en prennent le contrôle, à l'exception du fort de Saint-Martin qui résiste encore. Suite à cette victoire anglaise, plus de 800 volontaires rochelais rejoignent les Anglais sur l'île. Les ducs de Rouen et de Soubise, qui dirigent la ville, viennent d'entrer ouvertement dans la rébellion. Richelieu prépare alors deux opérations. Premièrement, la reconquête de l'île de Ré, et deuxièmement, le siège de La Rochelle. La ville ne peut pas être reprise sans bouter les Anglais de l'île. Ainsi, la flotte française part ravitailler le fort Saint-Martin lors d'une expédition lancée dans la nuit du 7 au 8 septembre. Néanmoins, ce ravitaillement est insuffisant, et une deuxième expédition permet de débarquer 830 mousquetaires et de couler plusieurs navires anglais. Le 8 novembre, de nouvelles troupes françaises débarquent sur l'île et combattent aux côtés du comte de Toiras, qui tient toujours le fort Saint-Martin. Après une lutte acharnée, les Anglais se retirent de Ré vers Loix après avoir perdu près d'1 millier de soldats. La victoire française est totale. De son côté, Louis XIII lève une armée de plus de 19 000 soldats et arrive à La Rochelle le 10 septembre. Le siège débute alors. La ville est bloquée sur terre par un réseau de fortins reliés entre eux par des tranchées, formant une ligne de 12 km. Mais par la mer, elle peut toujours se ravitailler. Pour pallier ce problème, Richelieu mobilise en novembre plus de 4000 ouvriers pour construire une gigantesque digue de 1600 mètres de long, qui permet de complètement isoler La Rochelle à partir de mars 1628. Malgré ça, la victoire est loin d'être assurée. Les assiégés tentent des sorties et parviennent à se ravitailler. Juste après la construction de la digue, une offensive royale est tentée, mais échoue. Et puis les Anglais sont toujours là. Ils se dirigent vers La Rochelle pour l'aider. Mais de manière inexplicable, ils rebroussent chemin le 18 mai. Une autre expédition est lancée en septembre 1628. Mais là aussi, les Anglais rebroussent chemin.
La cité est alors livrée à elle-même. Le siège piétine. Voyons alors comment les Rochelais vivent le siège. Eh bien, ça se passe très mal. Ils ne souffraient pas vraiment de la soif, car il a plu abondamment pendant le siège. Mais ils ont énormément souffert de la faim. Au mois de juillet, la digue est en partie détruite par une tempête. Mais la flotte royale veille au maintien du siège. Parfois, des femmes s'aventurent en dehors des remparts pour cueillir des fruits. Mais attrapées par les troupes, elles sont capturées ou renvoyées dans la ville après avoir été violentées. Dans les rues de La Rochelle, on trouve des cadavres qui s'accumulent, des gens trop faibles pour bouger et quelques dizaines de gardes affamés sur les murailles. Sur les 28 000 habitants que comptait La Rochelle avant le siège, moins de 6 000 ont survécu à la fin de celui-ci. À court de vivres et étant épuisée physiquement et moralement, la ville décide de se rendre le 28 octobre 1628, après plus de 400 jours de siège. Le lendemain, les 4 députés représentant la ville annoncent leur reddition au roi en implorant son pardon. Le 1er novembre, Louis XIII entre en vainqueur dans la cité, silencieuse, remplie de cadavres desséchés et de survivants agonisant dans les rues, dont certains mourront dans les jours qui suivent. En voyant ce spectacle, Louis XIII était indécis sur le sort à accorder à la ville. Fallait-il en faire une punition exemplaire ou tout lui pardonner? Le roi choisit un entre-deux. Il pardonne les survivants et maintient la liberté de culte pour les protestants. En contrepartie, le culte catholique est réinstauré, la ville perd ses privilèges et ses fortifications sont rasées. La réussite de Louis XIII à La Rochelle eut un immense retentissement en France et en Europe, au point de faire oublier les nombreuses victimes. Louis XIII a pu affirmer son autorité et ressort à la fois comme un roi vainqueur, lavant l'honneur de son échec à Montauban en 1621, et comme un roi juste en pardonnant les survivants. C'est à partir de ce moment qu'il sera surnommé Louis le Juste, et qu'il démontre que la loi de l'État est supérieure à celle de la religion. Richelieu, quant à lui, a pu s'imposer comme un chef militaire talentueux, puisqu'il a dirigé la grande majorité des opérations du siège pendant que le roi était malade. Il réussit également à obtenir la pleine confiance de Louis XIII et ainsi à conserver son poste de ministre. Malgré cette lourde défaite, les protestants ont continué la lutte dans les places fortes du Languedoc qui n'ont pas été prises par le roi, mais ce dernier, confiant, relance la campagne. La répression est confiée au duc de Guise, qui mène une campagne assez violente et inefficace. Alors, après la prise de Privas en 1629, la paix d'Alès est signée le 28 juin et applique les mêmes sanctions qu'à La Rochelle. Toutes les places fortes protestantes doivent supprimer leurs assemblées et démanteler leurs fortifications. Une règle qui s'applique aussi à toutes les cités du milieu de la France et qui ne représente pas d'intérêt stratégique. Les guerres de religion sont terminées. Le protestantisme n'est pas interdit, mais le respect de l'application de l'édit de Nantes doit être strict. Les protestants peuvent pratiquer leur culte, mais ils n'auront aucun privilège et ils doivent reconnaître le roi de France comme leur chef. Tout cela jusqu'à ce que le prochain souverain de France décide de mettre fin au protestantisme à sa manière.